Donc on est parti. Déjà bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à ce webinaire qui aura pour sujet la loi APER et son application. Donc aujourd'hui je suis avec Clémence Bihan, donc on va rapidement nous deux se présenter et ensuite on présentera rapidement le sommaire, ce que fait AlterWatt et on enchaînera directement sur le sujet de la loi APER. Donc Clémence, je te laisse rapidement te présenter. Ouais, donc bonjour à tous, Clémence Bihan, donc je suis ingénieure d'études au sein du bureau d'études d'AlterWatt et je suis la responsable de toutes les offres photovoltaïques, donc que ce soit des études de faisabilité ou d'opportunité pour des bâtiments, pour des EHPAD, etc. Et aussi tout ce qui touche à la loi APER, donc des études d'assujettissement, des études de faisabilité, des études d'exonération. Voilà. Super, et moi c'est Gauthier Blanc, donc je suis responsable du développement commercial chez AlterWatt. Et voilà, j'accompagne des gestionnaires dans le tertiaire sur leur sujet d'efficacité énergétique. D'ailleurs, j'accompagne déjà et je discute avec certains d'entre vous que je vois participer là sur ces sujets-là. Donc voilà, le but du webinaire aujourd'hui, c'est de vous apporter un maximum d'informations à ce sujet. Et comment on va le faire ? Du coup, on va d'abord faire une présentation de qui nous sommes, qu'est-ce qu'est AlterWatt et quelles sont un peu nos activités principales. On va rester synthétique sur cette partie-là. Une partie contexte sur le photovoltaïque en France et du coup sur la loi APER, tous les aspects réglementaires à retenir, les échéances, comment elle est construite et qu'est-ce qu'elle implique pour les propriétaires de parking de plus de 1500 m². Un rappel sur les échéances et puis les différents critères d'exonération. Et ensuite, on ira un peu plus dans le détail sur les critères d'exonération, sur comment les justifier et qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour être exonéré selon les cas. Et enfin, on vous présentera en fait le type d'accompagnement qu'on propose pour un propriétaire multisite et un cas concret qu'on a fait avec un client dont on ne donnera pas le nom pour des raisons de confidentialité, mais qui peut vous donner une vision de ce qui peut être fait et de comment on peut procéder pour se mettre en conformité avec la réglementation. Je te laisse passer, Clémence. Donc déjà, pour commencer, AlterWatt, c'est un bureau d'études en efficacité énergétique. Ça fait 6 ans maintenant qu'on existe. On a été créé en 2020, juste avant le début de la crise du Covid. On accompagne des gestionnaires, des propriétaires, aussi des locataires sur les sujets du décret tertiaire, du décret BAX, de la loi APER, et plus généralement en fait sur les sujets d'efficacité énergétique du bâtiment. Mais souvent, ça va passer par le réglementaire, donc par tous les décrets que je pense que vous connaissez tous assez bien. Mais plus récemment, il y a la loi APER qui est arrivée et sur laquelle on est beaucoup sollicité, d'où l'intérêt de faire ce webinaire aujourd'hui. On a un peu plus de 50 collaborateurs répartis sur 3 agences, donc Paris, Rennes et Lyon, et on accompagne des clients dans toute la France. Et on travaille donc dans le tertiaire essentiellement. On a un petit pôle qui fait du résidentiel, mais la grosse majorité de nos activités se font dans le tertiaire. Et on travaille avec tous les secteurs d'activité, on va dire, du tertiaire, donc beaucoup dans l'immobilier d'entreprise, avec des gestionnaires techniques, des foncières, de l'enseignement privé, qui est la typologie, on va dire, de clients historiques d'AlterWatt. On a accompagné un peu plus de 300 établissements scolaires privés dans toute la France. Et ensuite, beaucoup de santé, que ce soit public comme privé, et des collectivités ou des administrations qu'on accompagne via les marchés publics. Et après, il y a d'autres typologies, type l'hôtellerie, etc., qu'on n'a pas cité ici parce que c'est un peu plus à la marge, mais on est un peu sur tous les types de bâtiments et d'actifs qu'on peut retrouver dans le tertiaire. Et donc, concernant notre accompagnement, donc nous, l'intérêt d'AlterWatt, c'est d'accompagner vraiment un client du début à la fin de son projet de rénovation sur de multiples sujets. Donc, le début, généralement, ça va être la phase de stratégie, de création d'un plan d'action pour répondre aux différentes réglementations ou pour faire des économies d'énergie sur un patrimoine. Donc, on va faire de l'accompagnement sur le décret tertiaire, toute la partie déclarative, on va dire, sur la plateforme Opérate. Et également créer des stratégies à l'échelle d'un parc pour justement se mettre en conformité. Donc, ça va souvent passer par ce qu'on appelle des schémas directeurs énergie. De l'audit énergétique, donc ça c'est un peu plus en aval. L'idée c'est de faire des études pour créer des plans d'action
pour programmer des travaux sur plusieurs années à l'échelle d'un site ou d'un patrimoine immobilier plus large. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait le plus et sur quoi on a le plus de références. Des audits BACS, donc dans le cadre du décret BACS, c'est un peu le même principe que l'audit énergétique, mais c'est des audits plus axés système et régulation. Le but étant de proposer des investissements sur une GTB conforme au décret BACS ou qui répond à certaines attentes techniques d'un gestionnaire. Et ensuite, des études thermiques sur les systèmes énergétiques, donc que ce soit des remplacements de systèmes énergétiques ou pour installer des énergies renouvelables sur un site. Donc souvent, on va faire de la géothermie, de la biomasse ou des PAC. Et bien évidemment, aussi sur le photovoltaïque, qu'on met un peu à part, parce que vu qu'il y a la loi APER, il y a un cadre réglementaire qu'on n'a pas forcément sur la géothermie ou la biomasse, par exemple. Donc on a vraiment un pôle dédié à la loi APER, à la loi APER, au photovoltaïque, pardon. Pour justement répondre aux sujets qui sont multiples chez nos clients. Et enfin, on fait de l'AMO et de la maîtrise d'œuvre, surtout sur la partie CVC, pour accompagner nos clients dans la phase travaux et pas seulement s'en tenir qu'à la phase d'études. Voilà. Et donc le sujet d'aujourd'hui, on va y aller sans plus attendre, c'est celui du photovoltaïque et de la loi APER, qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Ouais, merci Gauthier pour l'introduction. Donc, je vais passer directement sur une première partie du contexte du photovoltaïque en France, et notamment un peu une partie actualité, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la PPE3 qui a été publiée, donc qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc en fait qui définit la feuille de route énergétique de la française pour les années à venir. Cette programmation pluriannuelle, ça fait 2 ans qu'elle était en négociation. Ça a fait beaucoup de délais dans la filière, notamment du photovoltaïque et des énergies renouvelables en général, car en fait, ça définit la stratégie pour toutes les énergies, que ce soit le solaire, mais aussi l'éolien, l'hydroélectricité, le nucléaire, etc. Donc, qu'est-ce que cette PPE3 nous a appris? Elle a défini des nouveaux objectifs de développement du solaire. Donc, pour 2030, on a un objectif de 48 gigawatts de puissance installée. Donc, ça correspond à peu près à une puissance pour les prochaines années de 3,5 gigawatts par an. Donc, une baisse de 40% comparée à l'évolution des années précédentes. Donc voilà pour cette baisse des objectifs. Et un deuxième objectif donc, pour l'année 2035, qui est soit pour un objectif haut de 80 gigawatts installés, et pour un objectif un peu plus raisonné, on est sur 55 gigawatts installés. Il y a par contre des petits points d'intention à retenir sur cette publication de la PPE3, notamment la clause de revoyeur en 2027, en fait, qui dit que en 2027, les objectifs peuvent être revus. Donc en fait, la PPE3, elle est définie, mais elle pourrait être totalement redéfinie dans un an. Donc avec le contexte politique, notamment avec les présidentielles, ça fait un contexte un petit peu instable. Là, on a des objectifs, mais qui sont définis pour une seule année. On ne sait pas forcément s'ils vont être revus à la hausse ou à la baisse dans un an, ou s'ils ne vont pas être revus du tout. Donc ça fait un peu un flou, un peu une incertitude sur ces objectifs. Et ensuite, la PPE3 a été publiée, mais les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie sont toujours... on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc tous les projets qui veulent bénéficier d'un tarif de soutien, d'un tarif d'achat, sont toujours en stand-by. Donc voilà, donc il y a du nouveau, il y a du bon, mais on est toujours un peu en attente et en stand-by sur le parti développement photovoltaïque. Et pour parler un petit peu pareil, des évolutions des tarifs de la CRE, donc les tarifs de soutien donc de la Commission de régulation de l'énergie, on observe justement que depuis quelques années, donc depuis après 2023, ces tarifs sont en baisse constante, preuve que le soutien est de moins en moins élevé, et il faut surtout essayer de trouver d'autres solutions, donc, comme l'autoconsommation ou le stockage, pour un peu valoriser au mieux la production. Donc les tarifs sont en baisse, que ce soit sur la vente totale en trait plein sur le graphique, ou pour la vente de surplus, l'autoconsommation en pointillé. Et concernant les appels d'offres, à titre informatif, les tarifs moyens des lauréats des derniers appels d'offres, donc qui datent de septembre 2025 maintenant, on était à 8 centimes pour les puissances entre 100 et 105 kW crête. Et pour les grands bâtiments, donc de
plus de 500 kW, on était à quasiment 10 centimes. Sachant que ces tarifs vont sûrement évoluer à la baisse au prochain appel d'offres, au vu du nombre de concurrences qu'il y aura, au vu de tous les projets qui sont en stand-by depuis maintenant le mois de septembre. Donc voilà un peu pour le contexte global du photovoltaïque en France. Maintenant, je vais parler un petit peu réglementation, mais pas loi APER. Donc le décret tertiaire, je pense que beaucoup d'entre vous sont au fait de ce que c'est, mais je vais quand même faire un petit rappel. Donc c'est un décret qui impose une réduction progressive de la consommation d'énergie et qui définit des objectifs de consommation à atteindre donc, pour les années 2030, 2040 et 2050. Donc une baisse de consommation par rapport à une année de référence qui a déterminé. Et vous allez me dire quel est le lien entre le décret tertiaire et le photovoltaïque. Et bien en fait, l'autoconsommation permet d'atteindre plus facilement vos objectifs du décret tertiaire. Parce qu'en fait, seules les consommations facturées sont déclarées sur la plateforme Opérate, donc qui est la plateforme qui permet de suivre un peu ces objectifs décret tertiaire. Donc, si vous autoconsommez, donc la consommation autoproduite dans votre bâtiment n'est pas prise en compte dans cette déclaration. Donc, en fait, si vous avez une centrale en toiture et que 20% de votre consommation vient de la centrale photovoltaïque, et ben, ce sera 20% de moins déclaré sur la facture. Donc souvent, c'est un levier assez important et à considérer dans l'atteinte à ces objectifs du décret tertiaire. Donc voilà, à avoir en tête aussi, ça peut être très intéressant. Donc maintenant, passons un peu vraiment au vrai vif du sujet. Donc on a introduit un peu le photovoltaïque, on va faire un rappel donc, des obligations que la loi APER nous impose. Donc, pour rappel, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'article 40 surtout de cette loi qui dit du coup d'installer des ombrières photovoltaïques sur 50% de la surface des parkings, donc des parkings de plus de 1600 m². Donc, ça concerne qui? Ça concerne les propriétaires ou les bailleurs de ces parkings extérieurs. En termes d'échéance, on est pour les plus gros parkings, donc supérieurs à 10 000 m², on est au 1er juillet 2026, donc ça vient vite. Et pour les parkings donc, inférieurs à 10 000 m², on est à une échéance au 1er juillet 2028. Donc à cette échéance-là, les travaux devront être lancés. Je pense que les ombrières ne vont pas forcément être toutes installées, mais il faudra prouver un processus de travaux et de travaux en cours. En termes de sanctions, on est sur une loi qui est assez punitive, entre guillemets, parce qu'on a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 000 € par an pour les surfaces inférieures à 10 000 m² et jusqu'à 40 000 € par an pour les surfaces supérieures à 10 000 m². Donc après, comment dans les faits ils vont vérifier ça et appliquer les sanctions, on ne sait pas encore, on verra ça quand les exigences seront passées. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui a été défini. Donc, il y a plusieurs critères d'exonération pour cette loi, comme dans à peu près toutes les lois, il y a toujours des moyens d'être exonéré, de pas avoir à le faire. Je les détaillerai plus dans la seconde partie, mais pour rappel, donc, il y a des contraintes. Ça peut être des contraintes techniques, sécuritaires ou des contraintes liées au site. Ou alors, le levier qui est le plus souvent utilisé pour les exonérations, c'est les contraintes économiques. Donc voilà, on les listera dans la suite de ce webinaire. Ensuite, nouveauté, donc ça a été une nouvelle loi qui a été donc appliquée donc à partir d'octobre 2025 et qui a introduit en fait deux grandes nouveautés à la loi APER. C'est l'autorisation du mix ombrière et végétalisation, parce que avant on devait mettre donc 50% d'ombrière sur le parking. Désormais, on peut mettre soit donc toujours les 50% d'ombrière photovoltaïque sur le parking, soit 35% de ces 50%, donc en gros 17,5% d'ombrière photovoltaïque, et compléter le reste avec des arbres. En fait, ça convient bien pour les parkings qui ont déjà des arbres et que ce qui est dommage, c'est de couper des arbres pour mettre des ombrières. Donc, si vous avez déjà des arbres ou si parfois les 50% de surface sont compliqués à atteindre parce que vous avez plusieurs parkings un petit peu éparpillés sur votre site, parfois c'est plus simple de mettre des arbres ou de rajouter des arbres plutôt que d'essayer d'atteindre les 50%. Donc, on a cette nouveauté. Et l'autre nouveauté, c'est l'introduction d'un délai supplémentaire pour un approvisionnement résilient. Donc ça implique d'avoir 11 conditions, donc 5 conditions administratives, donc avoir un contrat signé, un acompte signé avant 2027 pour les petits parkings et avant 2026 pour les plus gros parkings, et aussi des conditions techniques sur les panneaux, en fait, l'approvisionnement des panneaux photovoltaïques, donc que ce soit leur efficacité, leur sourcing, d'où est-ce qu'ils viennent en France, en Chine, etc., et tout ce qui est garanti.
Donc, voilà, donc ça après, c'est encore assez flou, ça a été défini, mais concrètement, il n'y a pas forcément d'exemple de comment on peut obtenir ce délai. C'est encore assez flou sur cette partie-là, mais au moins ça a été introduit dans la loi. En termes de chronologie, donc j'en ai déjà parlé. Donc la loi a été promulguée en mars 2023. Il y a eu la publication de la loi de simplification en octobre 2025. Et pour ce qui est des échéances, on est en juillet 2026 et juillet 2028 pour les parkings inférieurs à 10 000 m². Donc voilà, je passe. Donc voilà, si on récapitule, entre guillemets, pour les parkings neufs ou en rénovation lourde, donc ici, on a une surface d'assujetti supérieure à 500 m² pour les neufs. Donc on doit soit mettre des ombrières des photovoltaïques, soit des arbres, soit un mixte des deux. Et on doit aussi mettre en place un dispositif de gestion des eaux pluviales, donc sur au moins 50% de la superficie. Donc ça, c'est pour les parkings neufs. Et pour les parkings existants, donc ce qui concerne la majorité des gens, donc supérieur à 1500 m², donc on doit soit mettre 50% d'ombrières PV, ou alors 17,5% et des arbres sur le reste. Et, donc voilà pour les parkings existants. Et ensuite, il y a aussi dans la loi APER une partie sur les toitures, donc qui n'est pas à négliger, donc qui concerne les bâtiments neufs ou en rénovation lourde, donc qui ont une emprise en sol supérieure à 500 m². Donc pour ces bâtiments-là, on doit soit installer donc un procédé de production d'énergie renouvelable, donc souvent des panneaux en toiture, ou alors mettre en place une toiture végétalisée. Et ça, c'est sur 40% de la surface à partir de juillet 2026 et 50% de la surface à partir de juillet 2027. Donc voilà, donc ça c'est pour tous les bâtiments tertiaires, les parkings couverts, qui sont bâtiments neufs ou en rénovation lourde. Et pour rappel, une rénovation lourde, c'est ce qui porte atteinte à la structure du bâtiment. Donc voilà, je vois qu'il y a des questions sur les surfaces de parking, j'y viens justement. C'est vrai qu'on parle souvent des 1500 m² de la surface de parking, et le calcul de cette surface n'est pas forcément si simple que ça. Donc déjà, on considère une unité foncière. Si on a plusieurs parkings au sein d'une même unité foncière, on somme leur surface seulement si on peut passer d'un parking à l'autre sans sortir de l'unité foncière. Si vous avez deux parkings qui sont totalement non liés, avec une entrée et sortie qui sont sur la voie publique et pas au sein de l'unité foncière, on ne somme pas les parkings. Et après, pour le calcul en soi, donc on prend en compte les places de stationnement, que ce soit donc véhicules légers, places de remorque, etc. Les voies de cheminement et de circulation, donc toutes les voies de circulation sur lesquelles des voitures passent, donc des véhicules légers passent. Également tout ce qui est aménagement et zones qui permettent l'accès au parking, donc si on a des petites zones de péage ou un portail, c'est à prendre en compte. Par contre, on ne prend pas en compte tout ce qui est espace vert, zone de repos, tout ce qui est espace de stockage, manutention, livraison, etc. Les zones ICPE ne sont pas à prendre en compte non plus. Donc, par exemple, une station-service, c'est à retirer de la surface assujettie. Les emplacements poids lourds, pour l'instant, ne sont pas à prendre en compte. Quand ils ont publié la loi, il y avait un décret qui devait être publié pour la partie poids lourd, qui n'a pas été publié normalement pour l'instant. Donc, c'est toujours en stand-by, mais pour l'instant, ce n'est pas à prendre en compte. Et il y avait juste aussi un petit cas particulier avec les places avec des bornes IRVE. Si ce sont des places exclusivement prévues pour la recharge des véhicules électriques, elles ne sont pas à prendre en compte. Mais si c'est des places, si par exemple vous avez un parking d'un commerce avec 2-3 places avec des bornes électriques, là, il faut prendre en compte la surface. Donc voilà pour la parking, pour la question de comment on calcule sa surface assujettie. Donc c'est pas si compliqué, pas si simple que ça, pardon. Voilà, donc ça peut parfois être compliqué en fonction de la manière dont sont construits les parkings. C'est pas toujours un petit carré tout simple avec 3 places et rien d'autre sur le parking. Donc voilà. Pour ça, on pourrait y revenir de toute façon évidemment sur les autres questions. Ensuite, voilà, donc la partie un peu plus, ce qui est le sujet principal de ce webinaire, les critères d'exonération. Donc tout d'abord, je vais parler d'un critère de non-assujettissement, donc qui n'est pas un critère d'exonération, c'est un critère de non-assujettissement, ce qui fait que vous n'êtes pas assujetti à la loi. C'est si vous avez déjà des arbres sur votre parking. Donc si vous avez un arbre à canopée large pour 3 places de stationnement, ce qui correspond à peu près à 50% d'ombrage sur le parking d'après la loi, alors vous n'êtes pas assujetti. C'est-à-dire en fait, vous avez déjà assez d'ombre sur votre parking
pour mettre vous n'avez pas besoin de mettre d'autres ombres, entre guillemets. Et ça, ce qui est bon à savoir, c'est que les arbres, ils n'ont pas besoin d'avoir atteint leur maturité au moment de l'échéance. En fait, si demain vous plantez 30 arbres sur votre parking pour atteindre le ratio et que vous êtes contrôlé en juillet 2026, même si vos arbres ils sont tout petits, ils sont plantés, donc normalement ils grandiront si l'environnement le permet, mais vous serez non assujetti. Donc les arbres n'ont pas besoin d'avoir atteint leur maturité et d'avoir leur canopée large au moment de l'échéance. Donc voilà pour ce critère de non-assujettissement. Et ensuite, donc pour les critères d'exonération, donc pour certains cas, on a besoin d'une étude technico-économique. En fait, soit on a des critères assez simples, entre guillemets, qui peuvent être justement juste prouvés par une attestation qui comprend un résumé non technique juste pour expliquer un petit peu la situation de pourquoi vous êtes exonéré. Mais selon certains cas, on a besoin aussi d'une étude technico-économique qui doit être réalisée par une entreprise qualifiée RGE. Donc voilà, je vais juste vous lister les différents cas. Donc, si votre site est classé ICPE ou que vous avez des stationnements, un stationnement de marchandises dangereuses ou alors que c'est un parking poids lourd, ou aussi si ça aggrave un risque relatif à la sécurité nationale, donc vous avez besoin juste d'une attestation simple, voilà, rien de très compliqué. Si aussi votre site est inclus dans tout ce qui est monument historique et le périmètre de protection de ces monuments historiques, si c'est inscrit dans un patrimoine remarquable, inscrit ou classé sur le code d'environnement, si votre site est dans un parc national, là vous êtes exonéré aussi parce qu'en fait ils considèrent que pour faire valider un peu un projet d'ombrière, ça va être un peu une usine à gaz en termes d'administration et justement d'intégration à l'urbanisme. Donc, c'est pas forcément très, très intéressant. Donc, vous êtes exonéré. Et pareil, s'il y a une incompatibilité avec des dispositions de protection de l'environnement, pareil, vous êtes exonéré si vous faites un résumé non technique. Et ensuite, il y a la troisième catégorie d'exonération, c'est celle qui nécessite donc une étude technico-économique. Donc ça, c'est tout pour ce qui est contraintes techniques liées au sol. Donc là, il faudrait faire une étude géotechnique avec un bureau d'études spécialisé. Par exemple, si votre sol il est très incliné ou que c'est essentiellement du remblai, ce qui fait que aucune fondation ne peut tenir dessus, ça peut mener à l'exonération parce que ça n'a pas forcément de sens de faire mettre des ombrières si le sol ne tient pas. S'il y a des contraintes liées à l'usage du site aussi, si ça aggrave un risque naturel, on peut être exonéré avec une étude qui le prouve. Et après, il y a toute la partie critères économiques qui, là, peut être justifiée avec une étude technico-économique, qui sont la rentabilité trop faible, la viabilité économique menacée. Donc ça, c'est si, par exemple, vous faites une étude de faisabilité et vous vous rendez compte que les coûts d'investissement sont tellement élevés que ça peut impacter la viabilité économique de votre entreprise. Et si vous faites une attestation incluant cette étude et aussi vos relevés de compte ou des projections financières sur l'année, vous pouvez être exonéré pour ça. Et un troisième critère économique, c'est le coût excessif des travaux. Donc, j'ai juste détaillé, c'est le critère de rentabilité trop faible et le critère du coût excessif des travaux, parce que c'est assez, c'est une méthode de calcul. Donc, pour le critère de rentabilité trop faible, on va regarder le coût actualisé de l'énergie, donc on l'appelle le LCOE. Et en fait, on est exonéré si ce LCOE, donc on prend les coûts d'investissement et les coûts de maintenance, tous les coûts liés à l'installation des ombrières, qu'on divise par la production solaire, donc actualisée sur 20 ans, et les coûts, on les prend aussi sur 20 ans. Et si ce rapport-là est supérieur à un tarif de référence qu'on a majoré de 20%, on est exonéré. Sachant que les tarifs de référence, par exemple, si on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, pour une centrale entre 100 et 500 kWh, on va prendre le tarif moyen du lauréat des derniers appels d'offres. Et pareil, on prend en fait le tarif qui correspond au soutien en fait, de la CRE pour comparer. Donc ça, c'est pour l'exonération au motif d'une rentabilité trop faible. Et pour la partie coût excessif d'installation, c'est en fait un calcul de ratio. Donc il y a deux cas. Soit on est sur un parking neuf et on prend en compte tous les coûts de construction de l'installation, où on enlève les revenus que va générer cette installation, évidemment, donc la vente de l'électricité sur le réseau, qu'on divise par les coûts de construction de la totalité du parc de stationnement. Si ce ratio-là est supérieur à 15%, on est exonéré parce qu'en fait, ils considèrent que
le coût de l'installation de PV est trop importante comparé au coût de l'installation du parking au global. Et si on est sur un parking existant, bah là, on fait on a le même numérateur, donc on prend toujours les coûts de construction de l'installation diminués des revenus, et on le divise par la valeur vénale du parc. Donc, la valeur vénale du parc, c'est assez compliqué en fait, il faut faire une estimation immobilière. C'est vrai que ça, c'est un peu plus niche, on va dire. Il faut essayer de récupérer la valeur de son parking pour pouvoir comparer les deux valeurs. Et ça, c'est si on est supérieur à 10% cette fois-là. Donc voilà, pour ça. Donc ça, c'était vraiment pour la partie, les différents critères d'exonération. Maintenant, je vais passer sur une partie un peu, quel accompagnement un propriétaire multisite peut avoir. Si un propriétaire a 50 sites, comment on peut, nous, Alterwatts, l'accompagner et l'aider un peu dans cette usine à gaz qui est la mise en conformité à la loi APER. Ça peut être assez compliqué à grande échelle. Nous, ce qu'on peut faire, c'est proposer un accompagnement en 2 temps, vraiment plusieurs étapes. Donc, la première étape, on l'appelle, nous, le schéma directeur solaire. Donc, en fait, c'est une étude de potentiel de tous vos sites qui a plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'est le plus évident, confirmer l'assujettissement de la loi APER, donc en déterminant les surfaces des parkings, donc avec les méthodes qu'on a expliquées plus haut, et du coup, les surfaces à solariser. D'analyser le potentiel solaire et énergétique des sites pour savoir justement avoir une première idée de si notre site peut être intéressant ou non pour mettre des panneaux, de repérer les sites qui sont facilement exonérables au regard de la loi APER. Donc, par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais si on est sur un parking des marchandises dangereuses, si on est sur un parking qui est dans un parc national ou dans un périmètre de protection des monuments historiques, là, on va être exonéré assez facilement, entre guillemets, et on n'aura pas besoin de faire des études complémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde dès le début pour éviter un peu des études qui ne servent à rien, entre guillemets. Après, on peut aussi faire, dans cette étape, on fait aussi une première estimation économique de la mise en conformité. Donc, c'est des estimations des coûts d'investissement, des gains que la vente totale, par exemple, de la production pourrait rapporter. Et en fait, toute cette première étape, elle va aider donc, le client à prendre une décision et à optimiser un peu ses ressources, dans le sens où, en fonction du résultat de cette étape pour chaque site, on va pouvoir enclencher des études complémentaires qui sont soit l'étude d'exonération, soit l'étude de faisabilité. Et sur la partie étude d'exonération, c'est vraiment pour tout ce qui est les sites. Imaginons un site dans le nord de la France qui est ombragé par un bâtiment énorme à côté. On sait très bien qu'il ne va pas y avoir forcément d'intérêt à mettre des ombrières. Et on va justement aller chercher l'exonération économique en calculant le LCOE dont je vous ai parlé juste avant. Et on va pas forcément aller chercher d'optimisation particulière du projet. Alors que dans une étude de faisabilité, pour un site où on a beaucoup plus d'intérêt, par exemple si le site est dans le sud de la France, qu'on a une grande surface, que le bâtiment consomme beaucoup, donc on a un potentiel d'autoconsommation, on va faire une étude de faisabilité qui peut aussi conclure à une exonération, mais où on va vraiment regarder beaucoup plus l'autoconsommation, avoir des scénarios optimum pour qu'on ait un intérêt énergétique et financier, évidemment, pour le projet. Donc, Clémence, si je peux me permettre, la première étape, elle peut aussi permettre d'avoir une exonération sans passer par les études complémentaires. Oui. Et ça, c'est super important parce qu'on a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir en nous demandant de passer directement aux études technico-économiques qui ont un coût forcément qui est plus important que l'étude préalable de schéma directeur solaire. Et en fait, il y a certains cas où on arrive à exonérer sans même aller dans les critères économiques, mais juste en se disant que le bâtiment est placé, il est dans une zone CPE ou autre. Donc voilà, c'est aussi un moyen en fait comme l'a dit Clémence, d'optimiser l'allocation des ressources financières sur la phase d'étude et éviter de faire des investissements inutiles. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc là vraiment la différence entre étude d'exonération et étude de faisabilité. Donc dans la partie exonération, on va vraiment juste prouver l'exonération du site, alors que dans la partie faisabilité, on va vraiment justement essayer d'avoir un projet intéressant sur les plans financiers et énergétiques, sachant que sur la faisabilité, on va se rendre sur site pour étudier vraiment les contraintes du site, le raccordement local donc dans le bâtiment, etc. On va faire plusieurs scénarios d'implantation et de valorisation de l'électricité. Alors que sur l'exonération, on ne se rend pas sur site, on fait ça à distance.
On a quand même une modélisation sur le logiciel, une modélisation 3D sur le logiciel. On étudie un seul scénario, la vente totale, avec un seul type d'imputation, etc. Donc, en fait, l'exonération, c'est une étude de faisabilité allégée, dans le sens où on fait moins de choses que dans la faisabilité, mais ça reste une étude quand même technico-économique qui permet d'être exonéré si ça conclut à ça. Sachant qu'une étude de faisabilité peut aussi mener à une exonération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien avoir un projet qui est exonérable, par exemple parce que le LCOE est trop important, mais qui, si on fait un scénario en autoconsommation et qu'on a un bon taux d'autoconsommation, etc., il peut être rentable et vous pouvez vous trouver un intérêt pour ce projet. C'est la rentabilité de l'exonération. Des fois, ça peut être totalement différent en fonction du scénario qu'on étudie. Donc voilà. Et on a pas mal aussi de maîtres d'ouvrage qui nous consultent pour faire des études de faisabilité dans laquelle on leur délivre l'exonération et qui derrière, en fait, libérés de la contrainte calendaire, se pose vraiment la question de faire un projet de travaux en ombrière ou en toiture. Mais voilà, l'idée, c'est que exonération ne veut pas dire forcément on abandonne l'idée de faire des travaux, mais parfois les délais étant très courts et les capex sont quand même assez importants, surtout sur des gros parcs logistiques, retail, etc., enfin, où on a des actifs qui sont vraiment propices à être assujettis à la loi verte. Voilà, ça peut aussi être un moyen, à moindre coût, de s'enlever la contrainte calendaire et la pression des amendes, on va dire, pour derrière réfléchir plus posément, on va dire, au projet et derrière faire un choix plus éclairé. Oui. Voilà, et juste avant de passer à la première session des questions-réponses, je vous montre juste des exemples un peu de tableaux qu'on peut avoir dans la première étape donc, de l'étude, le schéma directeur solaire. Donc voilà, une sorte de tableau multisites où on récapitule vraiment les surfaces des parkings, les surfaces minimales à solariser, si on prend 50% de la surface, et si on prend que 17,5%, si par exemple on a déjà des arbres, etc. Le rappel des échéances de la loi, et par exemple ici un tableau un peu récap de chaque critère d'exonération, de si oui ou non le site est concerné, et si oui, est-ce qu'on a une exonération qui est possible sur tel critère. Et par exemple, pour ce critère-là, enfin cet exemple-là, on avait un 18 mètres carrés de surface qui était exonéré car il se trouvait dans le périmètre de protection au titre des monuments historiques. Et donc, sur le parking, il faisait 40 mètres carrés, on avait quasiment la moitié qui était exonérée. Donc voilà, donc c'est le genre un peu de résultat qu'on peut avoir avec une étude très rapide, multisite, et qui nous évite de faire des études de faisabilité après très conséquentes. Donc voilà, on peut passer sur un peu la première session de questions-réponses. Oui, pardon, je n'avais pas activé mon micro. Alors, on a vraiment beaucoup de questions, donc on va essayer d'en répondre à un maximum dans un temps de 5 minutes pour commencer. On reprendra un temps pour avancer un maximum dans les questions. Mais voilà, il y a peut-être des chances qu'on revienne aussi vers vous après le webinaire pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Donc, déjà, on a une question qui nous dit si ACI, donc autoconsommation individuelle en tiers investissement, et donc achat d'élec photovoltaïque, et donc facture, il faut donc déclarer dans le décret tertiaire. Donc il y a quelqu'un... Ah oui, ok, donc vous rachetez l'électricité à votre tiers investisseur. Est-ce qu'il faut le déclarer dans le décret tertiaire? Ça, j'avoue que c'est un cas qu'on n'avait pas encore étudié, nous, en interne, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus, l'ACI en tiers investissement. Je pense qu'il faudra que je joue avec mon collègue qui travaille dans le décret tertiaire. Je ne sais pas si Gauthier, toi, tu as l'info. On va voir avec lui, mais c'est vrai que si vous avez une facture, si la facture doit se déclarer dans Opérate, ça ne se compte pas, mais ça n'a pas forcément du coup trop de sens par rapport à la partie autoproduite. Donc, non, je pense que je vais voir avec mon collègue qui s'occupe du décret tertiaire et qui suit tous les clients dans leur déclaration de plateforme Opérate pour voir s'il a déjà eu le cas et ce qu'il en pense. Et je pense que je reviendrai vers vous d'ici la fin de la semaine là, avec une réponse plus claire pour ne pas vous dire de bêtises. On nous demande, donc, dans le cadre de la loi APR, quel type d'arbres pouvons-nous mettre en place? Du coup, là, c'est tout ce qui est arbre à canopée large. Donc, en fait, c'est des arbres qui ont
un houppier, je crois que ça s'appelle. C'est toute la partie qui fait de l'ombrage en fait dans l'arbre, assez large. Je sais que moi, je ne connaissais pas forcément en arbre avant de me pencher sur cette loi, mais par exemple, si on cherche sur Internet arbre à canopée large, il y a beaucoup d'arbres. Je sais que les frênes, par exemple, sont des arbres à canopée large. Tout ce qui est les chênes aussi, je crois bien. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs types d'arbres. Dans la loi ne dit pas du tout, ne fait pas un listing des arbres qu'on peut planter ou non. C'est un peu à notre propre appréciation et en fonction de ce qu'on trouve sur Internet, sur les blogs spécialistes des arbres. Voilà. Comment compter les arbres valables pour diminuer la surface photovoltaïque, enfin d'ombrière photovoltaïque? Du coup, là, on prend en compte les arbres à canopée large. Donc, en fait, pour ça, il faut savoir l'essence de son arbre. Si on ne sait pas quel type d'arbre c'est, on est un peu embêté. Et en fait, on prend en compte les arbres qui sont sur le parking, qui font l'ombrage sur les places. Si vous avez des arbres un peu plus loin qui sont sur votre bâtiment, ça ne va pas forcément compter. Mais sinon, dès qu'ils sont sur l'emprise du parking, il faut les prendre en compte. Et après, on calcule le ratio nombre d'arbres et nombre de places de stationnement. Et si on a un arbre pour 3 places, on est bon. Est-ce qu'une future végétalisation peut être comptée dans les pourcentages de surface couverte? Donc ça, c'est pareil pour les parkings. Ça dépend. Future végétalisation, c'est sur quel délai? C'est quelque chose qui est prévu dans 5 ou 10 ans? Parce que c'est vrai que si dans un an, vous prévoyez de planter 40 arbres sur votre parking, je pense qu'avec une attestation et par exemple, la preuve que vous allez vraiment le faire et vraiment un acompte ou un plan de végétalisation, ça peut être compté dans le pourcentage. Mais si c'est dans 10 ans ou si c'est juste une idée que vous avez et qu'il n'y a pas moyen de le prouver, ça peut être compliqué à justifier. Je ne sais pas si c'était ça vraiment la question, mais... Je pense. À vérifier, n'hésitez pas à nous préciser la question si vous êtes encore dans le webinaire. Alors, pourriez-vous aborder l'article de la loi APER sur les toitures des bâtiments existants? Ça, on l'a déjà fait. Bonjour, quelle est la date à prendre en compte pour les parkings neufs, dépôt de PC, obtention de PC, permis de construire, livraison, conformité ou autre? C'est la date du dépôt de PC ou de déclaration préalable. Bonjour, pourriez-vous... Alors, ça bouge un peu. Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler le calcul des surfaces de parking? Ça, on l'a déjà fait. Les copropriétés tertiaires sont-elles concernées? Oui. C'est tous les parkings privés et publics dont la surface dépasse 1500 mètres carrés. Est-ce que de la réserve foncière végétalisée sur le même site, voire la même parcelle, peuvent être comptées en pourcent? Doit-on y planter des arbres? Ça, c'est si par exemple vous avez, je dis un exemple, mais un parc sur votre site, je pense pas, dans le sens où si vous avez un petit parc sur votre site, ça va pas ombrager directement le parking. Donc ça va pas. L'idée en fait de base de la loi APER, c'est de mettre de l'ombrage et d'améliorer un peu le confort en ombrageant les parkings. Donc si vous avez de l'ombre partout, sauf sur votre parking, et des arbres qui n'ombragent pas le parking, c'est pas forcément à prendre en compte. Concernant les demandes de dérogation pour motifs financiers, a-t-on connaissance de dossiers de dérogation ayant été autorisés? Nous, on avait eu des retours d'un autre bureau d'études qui disait qu'il y avait beaucoup de sites qui avaient atteigné justement le critère d'exonération de la loi donc du LCOE. Après, par contre, comme les échéances n'ont pas été dépassées, il n'y a pas encore eu de contrôle de ces exonérations. Donc, on n'a pas de retour en fait tant qu'on n'aura pas dépassé le 1er juillet 2026 et ensuite le 1er juillet 2028, on n'aura pas de retour malheureusement sur comment se passent les contrôles, comment ils sont plus ou moins stricts sur ça. Donc voilà, pour ça, je peux pas vous en dire plus. C'est ça, en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'espace comme on peut l'avoir sur les audits réglementaires dans le cadre de la loi d'ADU ou sur le décret tertiaire, des espaces de dépôt ou de justificatif pour dire qu'on s'est mis en conformité.
Pour l'instant, c'est juste, on attend l'échéance et le jour où on a un contrôle, on présente le papier et qui dit qu'on est conforme ou alors on ne le présente pas. Ouais. Et voilà. Mais Sachant que les exonérations, je ne l'ai pas dit, on ne l'a pas dit non plus à Gauthier, ces exonérations, elles sont valables ad vitam aeternam. Si en 2025, vous avez fait une étude qui montrait que votre transaction n'était pas rentable et que dans 5 ans, le prix de l'électricité a explosé et que votre transaction est devenue rentable, ça ne va pas forcément vous non exonérer pour autant. Vous pourrez rester non exonéré, exonéré, pardon. Et après, ça ne regarde que vous de faire un projet si après il devient rentable, mais en tout cas, l'exonération reste valable, quel que soit à part s'il y a une loi qui passe comme quoi ils annulent tout et ils recommencent. Mais pour l'instant, en tout cas, les exonérations sont valables pour un temps illimité. La loi Dadu n'a-t-elle pas prévu de supprimer l'obligation sur les toitures existantes? Si, ça c'est un retour qu'on avait eu aussi. Sachant que, à moins que je me trompe, elle n'a pas encore été promulguée, en tout cas cette partie-là. Mais c'est vrai qu'elle incluait dans cette loi la suppression de l'obligation des toitures existantes. Donc la partie toiture que j'ai mentionnée au début, c'était pour les toitures neuves, ou en rénovation lourde. Ok, mais à creuser, on reviendra vers vous en tout cas avec une réponse plus claire. Bon, on va peut-être continuer. On a encore beaucoup de questions. Donc, on finit la présentation et ensuite on se repenche sur les questions. Juste une petite partie. Alors, attendez, je reprends. Voilà. Hop, donc là, on va juste faire, ça va être assez court. C'est une petite étude de cas concret d'un propriétaire multisite. Donc, on s'est inspiré des cas qu'on avait déjà eus pour faire quelque chose de réaliste. Donc, imaginons on a un propriétaire de 4 actifs qui ont tous des parkings supérieurs à 1500 m². Donc, on va dire un premier site à Roubaix, donc il y a une surface de 13 m², un autre à Montpellier, un troisième à Paris et un quatrième à Poitiers. Donc, avec tous des surfaces différentes. Un site qui a une échéance en 2026 et tous les autres qui sont inférieurs à 10 m² et qui ont donc une échéance en 2028. Donc, si on accompagne ce propriétaire dans la première étape, donc on a décrit tout à l'heure le schéma directeur solaire, on peut avoir plusieurs cas de figure qui vont être listés un peu pour chaque site. Donc, le site de Roubaix, on a un usage pour un entrepôt de stockage donc qui ne consomme pas beaucoup, un ensoleillement à Roubaix assez faible, un productif assez faible. Et donc, aussi un intérêt pour cette consommation qui est très faible. Donc, on va tout de suite se dire, bon, les ombrières photovoltaïques, ça ne va pas être très intéressant. On part sur une étude d'exonération où on va aller chercher justement ce critère économique du LCOE ou par une viabilité économique qui peut être menacée par les investissements. Donc, voilà, on va partir sur une étude d'exonération simple où on va juste regarder la vente totale et prouver justement atteindre cette exonération. Donc, ça, c'est un peu un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est par exemple pour le site de Montpellier où on a un hôpital qui consomme énormément. À Montpellier, un ensoleillement très très fort, donc des ombrières qui vont pouvoir produire énormément d'électricité. Donc là, même si on était exonéré, il y a quand même un intérêt assez important à mettre des ombrières photovoltaïques pour autoconsommer directement au sein de l'hôpital. Et donc, on va partir sur une étude de faisabilité où on va, tout en gardant en tête l'idée d'être exonéré, évidemment, on perd pas de... Enfin, ça peut être... une étude de faisabilité peut être une exonération. Ça l'un n'implique pas l'autre. Donc là, on va regarder justement plusieurs scénarios d'importation, la vente totale, mais aussi l'autoconsommation, comme ça peut être très intéressant pour un hôpital. Et avoir justement des conclusions qui peuvent permettre aux propriétaires d'engager, soit d'être exonéré, imaginons si on atteint les critères économiques, ou s'il n'est pas exonéré, et justement pouvoir envisager des travaux avec un modèle, entre guillemets, un scénario qui est intéressant pour lui, que ce soit sur le plan énergétique et financier, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà pour le deuxième cas de figure. Ici, on a un troisième cas de figure pour un site de Paris. Pendant le schéma directeur solaire, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'arbres sur ce parking. Et en fait, on se rend compte que le site n'est pas assujetti parce qu'il a assez d'arbres. On avait 45 arbres pour 100 places de stationnement. Donc ici, on est
Non, on n'est pas assujetti. Sachant qu'on peut toujours mettre des ombrières, mais ce serait dommage de couper des arbres pour mettre des ombrières. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, là, la loi APER, elle a plus trop. Elle n'a pas, elle n'est plus là. On la considère plus parce on a assez d'arbres sur le parking. Et enfin, dernier cas de figure. Ici, pareil, on étudie le potentiel du site, le potentiel solaire et l'autoconsommation. Et en fait, en regardant toutes les contraintes un peu réglementaires qui peuvent être liées au site, notamment sur la taxe des patrimoines et sur Géoportail pour un peu avoir en tête toutes les contraintes urbanistiques, et on se rend compte que le site est inclus dans le périmètre de protection d'un monument historique. J'en ai parlé juste avant. Mais là, imaginons que c'est l'ensemble du site qui est inclus dans ce périmètre. On obtient une exonération assez simple, dans le sens où on n'aura pas besoin de faire d'autres études complémentaires pour l'exonération. Sachant qu'après, on peut toujours, si vraiment il y a une vraie volonté de mettre des ombrières de parking, on peut toujours engager l'étude de faisabilité et après discuter, essayer d'avoir les prescriptions qui sont données par ce type de périmètre et un peu essayer de pouvoir mettre des ombrières quand même, mais en tout cas, ce ne sera pas à cause de la loi APER, entre guillemets, ce sera juste une volonté de la part du client. Mais en tout cas, au regard de la loi APER, le site est exonéré. Donc voilà pour ce rapide, c'était assez rapide, hein, je vous l'avais dit, rapide étude de cas, un exemple un peu type de 4 sites qu'on peut étudier avec chacune une finalité différente. Donc voilà, donc on va pouvoir repartir sur les questions. J'espère qu'on va. Là, il nous reste à peu près 10 minutes. J'espère qu'on va pouvoir répondre à la question. Ouais. Si besoin, on pourra dépasser un peu si on n'arrive pas à finir. Donc, je reprends là où on s'était arrêté. Quelle est la définition d'un arbre à large canopée? Ça, on y a répondu. Les arbres doivent-ils être plantés au droit des places? Je ne comprends pas la question. Oui, moi non plus. Au droit des places, c'est-à-dire à la place des places ou à l'endroit parce que, de toute façon, sinon, je vais vous montrer un exemple. Attendez. Si j'y arrive. Ah oui, c'est bon. Je sais que dans la partie de lotissement, on avait. Voilà, en fait, ici, là, les arbres qui sont comptés, c'est tous ceux qui sont dans la partie bleue. Donc, vous voyez, on ne compte pas tous ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait. Non, on ne voit pas ta souris. En fait, c'est vrai que là, je vous montrais quelque chose de ma souris, donc si vous ne voyez pas, c'est dommage. Mais en fait, on compte les arbres qui sont collés aux places des parkings, entre guillemets. Donc, on a 3 rangées en fait, d'arbres qu'on comptabilise, et les autres, on ne les compte pas. Je ne sais pas si ça répond à votre question, n'hésitez pas à préciser. Existe-t-il un modèle d'attestation sur un site ministériel? Moi, quand j'avais fait la recherche, je n'en avais pas trouvé. Après, là, je vois un pouce sur votre message, donc peut-être qu'ils en ont créé depuis, parce que moi, j'ai regardé ça, on était en septembre, sachant que du coup, pour les exonérations économiques, le rapport de l'étude fait office d'attestation. Et quand on parlait tout à l'heure de résumé non technique, en fait, c'est une sorte de texte, une sorte de lettre du client qui explique la situation. Il y a pas, moi, en tout cas, quand j'avais regardé, il n'y avait pas forcément de modèle type, mais peut-être qu'ils en ont créé un depuis, mais en tout cas, moi, quand j'ai regardé, il n'y en avait pas, mais parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de modèle. C'était juste il fallait réussir à expliquer concrètement le motif de l'exonération. Et peut-être un petit ajout, j'ai entendu dire qu'ils allaient refaire ou mettre à jour le guide d'application de la loi APER, donc peut-être que s'ils le feront à cette occasion-là. Oui. On attend aussi Oui, ils vont le refaire en prenant en compte justement la loi de simplification qui autorise la mixité, donc arbre, ombrière. Donc après, on ne sait pas combien de temps ça va prendre de le refaire, mais dès qu'il sera publié, ça pourra permettre d'avoir des réponses un peu plus claires sur certaines questions aussi. Ouais, 4 mois avant l'échéance. Oui, il faut mieux tard que jamais. Qui rédige cette attestation? Donc ça va être soit le maître d'ouvrage s'il y a besoin d'un résumé non technique, ou alors ça peut être un bureau d'études. Et dans le cas de l'étude technico-économique, c'est un bureau d'études RGE photovoltaïque. Oui, sachant que l'attestation RGE doit être fournie au rapport d'études. Parce qu'en fait, une attestation RGE, un bureau d'études peut la perdre
de certains temps. Donc, c'est important qu'au moment où vous ayez le rapport, vous ayez aussi l'attestation comme quoi le bureau, par exemple, Alterwatt, au hasard, était certifié RGE au moment de l'étude. Ça est très important. À partir de quel montant considère-t-on que le coût est excessif? Et du coup, ça, je pense que j'ai répondu, c'était les 15%. 15%, hop. C'était les 15% pour un parking neuf et les 10% pour un parking existant. On a une question. Quid de l'application de l'article 43 sur les bâtiments existants sans travaux de rénovation? Du coup, là, ça rejoint un peu la question sur la loi d'ADU. Pour l'instant, cet article, enfin cette obligation, n'a pas été appliquée. On partirait plutôt sur une suppression de cette obligation plutôt que sur une obligation de solariser tous les bâtiments existants. Est-ce que les coûts à la mise en PV Ready sont-ils pris en compte dans l'exonération? Oui, donc là, je pense que vous parlez du coup pour tout ce qui est coût de construction ou même dans le LCOE, coût d'investissement. Évidemment, tous les coûts qui portent à l'installation des ombrières, donc que ce soit donc, pour les toitures, donc, même pour les parkings, en fait, la mise en PV Ready, c'est à prendre en compte. Si vous avez tout votre parking, tous vos travaux de VRD à refaire, c'est à prendre en compte. C'est pas juste la fourniture et la pose des ombrières qui est à prendre en compte, c'est tout ce qui est autour de la demande de raccordement, etc. Sur quelle durée faut-il considérer les revenus photovoltaïques pour ce calcul? Nous, en tout cas, on les considère sur 20 ans, parce que le tarif de vente de l'électricité est sur 20 ans, et dans le calcul du LCOE, on est sur 20 ans aussi. Voilà, parce que les tarifs de la CRE sont donnés pour 20 ans. Est-ce que la valeur vénale du parking uniquement est à prendre en compte ou celle du site dans sa globalité? Ça, c'est une question qu'on s'est posée avec un client justement la semaine dernière. C'était une vraie question de, si on est sur un centre commercial, est-ce qu'on prend en compte la valeur totale du centre commercial en incluant son parking ou juste le parking? Et en fait, on prend en compte que le parking, parce que sinon, ça n'aurait pas forcément de sens en termes de travaux. Si on prend en compte si le parking, c'est un tout petit bâtiment ou un énorme bâtiment à côté, ça peut vraiment impacter le coût, enfin le critère. Donc, on prend en compte juste la valeur du parking. Qu'en est-il si on a déjà du PV sur le site? Ça, c'est si par exemple vous avez déjà du PV en toiture. Ça, c'est une question qui est revenue souvent aussi de la part de nos clients. Ça ne vous exonère pas, malheureusement. On ne peut pas reporter l'obligation des ombrières sur le parking en toiture. Parce que, comme je disais, la volonté, c'est d'avoir de l'ombrage. Si vous mettez des panneaux en toiture, ça ne va pas forcément faire, ça va pas faire d'ombrage sur votre parking. Donc, ça ne va pas vous exonérer. On ne peut pas reporter l'obligation. Quel coût moyen de mise en place d'une ombrière? Quel est le coût moyen d'une mise en place? Ça va vraiment dépendre du type de fondation que vous devez avoir sur le parking, de la taille du projet. Mais on est entre souvent 1,30 € du bois de crête installé et entre 1,02 € et 1,06 € entre guillemets du bois de crête installé. Mais ça peut vraiment varier en fait en fonction des conditions par exemple, du raccordement. Si on fait notre consommation et qu'on doit les raccorder dans le bâtiment et qu'on doit faire des tranchées très très longues, ça peut vraiment impacter le coût. Mais voilà, on est dans cet ordre de grandeur-là à peu près. Pouvez-vous être plus précis sur la solution mix et sur la partie végétalisation? Du coup, ça, je sais. Je vais vous remettre le diapo si vous voulez. Et du coup, ce que ça implique, c'est qu'on peut soit avoir que des ombrières PV, soit un mix entre arbres et ombrières. Et là, on prend l'exemple de 17,5% parce que c'est le minimum à atteindre quand même d'ombrières PV. Mais vous pouvez avoir 30% d'ombrières PV et des arbres sur 30% d'ombrières PV et les arbres sur le reste, sur les 20% restants. Je ne sais pas forcément si vous avez quelque chose qui est encore flou. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir s'adapter en fait à chaque parking. Si vous avez déjà des arbres, l'idée c'est de pas avoir
à les enlever pour mettre des ombrières. Donc voilà. Et après, on peut aussi planter des arbres pour avoir à mettre moins d'ombrières. Sachant que après, le problème avec les arbres, c'est que ça n'a pas de retour sur investissement. Enfin, ça coûte, mais ça rapporte pas grand-chose, comme au contraire, pas comme les ombrières. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous avez une question plus précise ou si c'était juste cette partie-là qui était un petit peu floue. N'hésitez pas en tout cas à préciser votre question. Avez-vous des exemples de centres commerciaux dont un dossier de dérogation pour motif économique a été approuvé? Pour l'instant, du coup. Oui, c'est comme tout à l'heure, on n'a pas encore de retour, malheureusement, de retour sur expérience, comme il n'y a pas encore de contrôle. Donc, on en saura plus à partir de cet été, s'il commence directement ou s'il y a un délai. Est-ce que la surface du dernier étage d'un parking silo est à prendre en compte pour les surfaces à ombrager? Non, les parkings en silo ne sont pas considérés dans les surfaces à ombrager. C'est seulement les parkings classiques plats. Donc, si on peut être exonéré, à qui envoie-t-on le dossier? Quelle est la durée de validité? Ça, on y a déjà répondu. Donc, vous le gardez avec vous et vous, en fait, vous le gardez jusqu'à ce qu'on vous contrôle. C'est un peu... Et la validité, pour l'instant, elle est à durée indéterminée. Comment être conforme si on doit passer auprès du creux en appel d'offres, auprès du creux? Ah oui, ça c'est dans le sens où, imaginons que vous avez un parking de plus de 10 000 m², vous faites les démarches, mais vous attendez un appel d'offres soit publié pour pouvoir avoir votre tarif. Ça, c'est vrai que, comme c'est assez flou, on ne sait pas. Après, évidemment, si vous avez déjà fait tout votre dossier pour l'appel d'offres, c'est considéré comme Enfin, vous avez lancé un peu le processus de mettre des ombrières. Donc, ils ne vont pas venir vous retoquer si vous avez déjà commencé toutes les démarches dans le sens pour mettre des ombrières. Après, s'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est pas votre faute s'il n'y a pas de dispositif de soutien. Donc, il faut juste attendre et espérer que tout ça se dénoue un petit peu et qu'on ait de la visibilité. Mais pour l'instant, c'est pas de votre ressort, entre guillemets. C'est juste si vous faites les démarches pour l'appel d'offres, c'est bien. Mais après, si vous n'avez pas d'appel d'offres, c'est pas votre faute. Donc, je pense pas qu'ils puissent venir vous retoquer. Est-ce que le prix de rachat de la creux, une fois signé, est valable sur 20 ans? Oui. Quel site internet permet de savoir si un site se trouve en zone classée? Donc ça, c'est l'Atlas des patrimoines. Donc c'est le site de l'architecte des bâtiments de France. Et là, en fait, il y a plusieurs fonds de cartes. Et vous pouvez regarder les types de rénovation si vous êtes en parc national, parc régional, ou s'il y a des bâtiments historiques. Ça permet d'avoir un premier aperçu. Est-ce qu'une étude de faisabilité qui conclut qu'on est exonéré pour cause financière est suffisante pour être exonéré? Du coup, oui. Oui. Doit-on obligatoirement lancer une étude sur chaque site? Ou si on sait qu'un site est exonéré, alors on peut se passer d'une étude? Si par exemple vous avez 4 sites à peu près similaires avec les mêmes caractéristiques, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Après, nous, je pense que si on a un propriétaire multisite et qu'il a 5 sites qui sont quasiment les mêmes, il y a juste la partie ensoleillement qui change, ça peut faire l'objet d'une étude de faisabilité un petit peu groupée, entre guillemets, où c'est juste 4 fois la même chose. Et donc, les coûts de l'étude seront revus en conséquence. Mais je ne suis pas sûre que si vous faites une étude juste sur un seul site, et après vous puissiez dire, regardez, c'est presque pareil, je suis exonéré. Je pense qu'il faut quand même avoir une étude au moins sommaire sur chaque site. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de l'extrapolation là-dessus, mais après, les études d'exonération ont un coût qui est quand même très très faible par rapport à ce qu'on peut faire en étude de faisabilité. Donc c'est aussi pas Enfin, c'est toujours un investissement, mais c'est moins conséquent quand même qu'une vraie étude accès travaux. Les ombrières sont-elles une activité économique porteuse et d'avenir? La loi APER sera-t-elle appliquée? Est-elle réellement incitative? Un arbre coûte moins cher qu'un panneau.
Pour la partie, est-ce qu'elle sera appliquée ou non, je suis pas forcément on n'a pas forcément de visibilité sur la politique et sur comment vont évoluer comment va évoluer la législation, etc. Donc ça, je ne peux pas vous dire, euh, malheureusement. Par contre, après, est-ce que les ouvrières sont une activité porteuse et économique et un peu d'avenir? Bon, je dis ça parce que moi, j'ai la casquette un peu photovoltaïque, mais ça peut enfin, si elles sont bien mises, entre guillemets, et qu'il y a un intérêt énergétique, c'est forcément une activité, enfin, il y a forcément un intérêt économique. Si on est sur un bâtiment qui consomme énormément et qu'on met des ombrières pour autoconsommer, qu'on y inclut des bornes de recharge électrique pour un peu, parce si vous êtes, enfin, maintenant il y a la loi qui fait que vous êtes obligé d'avoir des voitures électriques dans votre flotte de véhicules. Si vous faites tout ça en même temps, ça va forcément avoir un intérêt et on s'y retrouve sur l'aspect financier et sur l'aspect énergétique surtout. Après, mettre des ombrières, ça n'a pas forcément un intérêt financier derrière ou énergétique. C'est vrai que c'est pas forcément très intéressant et ça, je suis d'accord. C'est pour ça que nous, on fait vraiment des études de faisabilité objectives. On va pas, notre but, c'est pas, on n'est pas installateur, notre but, c'est pas de mettre des panneaux pour mettre des panneaux. Nous, c'est important, c'est vrai, c'est important de prendre du recul sur pour chaque projet et sur leur intérêt. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des cas où c'est vraiment très intéressant de mettre des ombrières et d'autres cas où c'est mieux de mettre des arbres, effectivement, si ça coûte moins cher qu'un panneau. Pour en revenir sur les futures végétalisations, la question a été précisée donc sous 24 mois, donc 2 ans. Ok. Je pense que si vous avez moyen de prouver ça, dans le sens où si c'est un processus qui va être fait et que c'est juste un délai qui est un peu allongé, ça peut être pris en compte. Les projets PV en autoconso, que ce soit en CAPEX ou tiers investissement, à ce jour, ne paraît plus rentable face au prix capture au marché. Oui, c'est vrai que ça, c'est un vrai, quelque chose qui est vraiment à prendre en compte quand on étudie un projet en autoconsommation, c'est le prix à laquelle le client paye son électricité. Parce que s'il le paye à un tarif très bas, on ne va pas forcément s'y retrouver en termes de rentabilité. On va faire des grosses économies d'électricité si le coût de production de l'électricité photovoltaïque est plus important que le prix auquel paye le client. Ça va pas forcément être rentable. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment des typologies de clients et des factures d'électricité. Donc, c'est vrai que ça. Et en plus, ça fluctue vraiment, le coût d'électricité fluctue un peu tout le temps. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu parfois compliqué. Est-ce qu'il faut cumuler les exonérations X arbres et ensuite facteur économique du projet? Ça dépend. En fait, si vous êtes exonéré, enfin, si vous êtes non assujetti parce que vous avez assez d'arbres, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez que des arbres sur 50% de votre parking, vous pouvez justement appliquer faire du mixte, donc mettre des ombrières que sur le reste. Et ensuite, si vous avez une exonération qui exonère la totalité de votre parking, vous n'avez pas besoin d'en avoir une deuxième. Quelle exonération économique pour des projets PV en tiers investissement? Généralement, ça va se faire avant, j'imagine, l'exonération. Oui. Oui, en fait, si vous faites la démarche de chercher un tiers investisseur, et que vous en trouvez un, c'est que le projet il a un sens, qu'il est rentable pour le tiers investisseur et aussi que vous y trouvez votre compte. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être exonéré. Et la démarche d'être exonéré, ça se fait souvent avant de chercher un tiers investisseur. Au vu de la baisse des tarifs S21, la mise en conformité à la loi APER a porté beaucoup de projets à se tourner vers l'ACC/ACI. Cependant, aucun DAO ne permet une ACI supérieure à 10% pour des projets ça bouge, de plus de 500 kW crête. Savez-vous si des dispositions vont être prises dans ce sens? Ça, j'avoue que je ne sais pas comment ils vont gérer ce sujet-là. Selon nous, moi, un peu la politique que j'ai, c'est que si on a un taux d'autoconsommation assez important, on va justement aller chercher l'autoconsommation totale et donc ne pas avoir ne pas faire d'appel d'offres et justement juste en autoconso total.
Et ça, on peut le faire par l'écrêtage dynamique, donc écrêter les onduleurs pour justement que là, quand on a une trop grosse production, ben, on arrête de produire pour s'arrêter juste aux besoins du bâtiment. Ou alors là, on peut aussi étudier tout ce qui est stockage. Mais c'est vrai que parfois, il vaut mieux se passer d'appels d'offres quand on a une grosse autoconsommation. À part si justement, c'est vrai que dans les prochains appels d'offres, il faudra qu'on regarde s'ils ont pris ça en compte, si on a une vente de surplus qui est plus intéressante pour tous les projets en autoconso. Donc ça, c'est un peu à suivre, mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas de visu sur ce sujet-là. Si la surface assujettie est de 1000 m², dont moitié de voies de circulation non équipables, quels sont les recours? Si vous avez 1000 m², vous n'êtes pas assujetti tout court. Mais c'est vrai que si vous avez par exemple 5000 m² et que la moitié c'est des voies de circulation non équipables, je pense que comme on ne peut pas atteindre les 50%, ça peut être. On peut regarder un petit peu tout ce qui est contre exonération sous le titre d'une contrainte de l'usage du site. Justement, avec une modélisation 3D des ombrières, prouver qu'on n'atteint pas les 50%. Et soit on fait ce qu'on peut et on met les ombrières sur toute la surface où on peut en mettre. Et le reste, on ne les fait pas, soit on est exonéré totalement. C'est vrai que ça, c'est un petit peu un cas particulier. Mais typiquement, dans le schéma directeur solaire qu'on propose, l'étude préliminaire, on retraite aussi les surfaces assujetties. Donc, si notamment il y a des voies de circulation qui sortent de la surface assujettie, ça peut vous exonérer d'office. Ok, et après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, il y en a encore beaucoup, donc on ne sait pas on continue encore un tout petit peu, mais on ne va peut-être pas pouvoir toutes les faire, malheureusement. Dans chaque département, la préfecture est-elle le bon interlocuteur? Donc, dans le sens que c'est la préfecture qui va contrôler à chaque fois. Nous, en tout cas, c'était l'info qu'on avait eue. Après, comme pour toutes les autres questions sur ça, tant qu'il n'y a pas eu de vrai contrôle, on n'aura pas forcément de retour. Mais en tout cas, ouais, le retour qu'on a vu, c'était que c'était au préfet justement de contrôler un petit peu chaque parking. Après, comment ils vont le faire dans les faits, je ne sais pas. Ça, ce sera à voir. Avez-vous déjà travaillé sur les parkings de sites industriels? Si oui, est-ce que les exonérations liées au classement ICPE du site s'appliquent pour la totalité des parkings? Donc ça, c'est si vous avez un bâtiment ICPE, est-ce que tout le parking qui est joint à ce bâtiment est exonéré? Ça, je pense que ça dépend du type ICPE. Si la zone classée, c'est juste une petite partie du bâtiment, ou si c'est l'ensemble du bâtiment. Je sais qu'il y avait des critères dans la zone ICPE, il y a 10 mètres de marge à prendre en compte. Donc, elles qui sont exonérées pour installer les ombrières. Et c'est vrai que, est-ce que l'ICPE s'applique à tout le parking de tout le site, quelle que soit la distance auquel ce parking est situé? Ça, c'est encore un peu flou. Et on est en train de se renseigner sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un peu flou encore. Et je reviendrai vers vous dès que j'aurai des retours un peu plus clairs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les zones ICPE sont exonérées. Ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la surface assujettie. Donc, si votre parking est inclus dans le classement ICPE, il n'est pas à prendre en compte. Et à savoir que nous, travaillant essentiellement dans le tertiaire, on fait quelques sites industriels, souvent quand il y a du tertiaire mêlé à un plus gros site industriel. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de cible, donc pour l'instant, ce n'est pas des cas qu'on a beaucoup rencontrés chez nos clients. L'exonération économique se calcule-t-elle avec 17,5% ou 50% d'ombrières PV? Et ça, du coup, je crois que oui, il y a eu une réponse, mais oui, ça va. En fait, ça va dépendre de votre parking. Si vous avez des arbres qui fait que vous pouvez mettre que 7% d'ombrières, vous faites avec 7%. Sinon, vous pouvez monter jusqu'à 50%. En fait, c'est un peu comme le parking le permet. On est d'accord que les installations sont à la charge du bailleur/propriétaire et non du locataire? Oui.
L'exonération se calcule en fonction du CAPEX de la surface à équiper, peu importe le pourcentage retenu. Mais voilà, en fait, ça complète ma réponse. En fait, c'est en fonction de ce que vous pouvez installer sur votre parking, il y aura un CAPEX correspondant et donc l'exonération correspondante. Hop. On a quelqu'un qui nous demande si les parkings silos ne sont-ils pas considérés comme une toiture? Oui, si ça c'est donc pour tout ce qui est bâtiment neuf et donc parking neuf, parking silo neuf, là le parking est considéré comme un bâtiment, oui, donc à couvrir. Mais comme si on est sur de l'existant, à moins qu'il y ait une rénovation lourde, il ne sera pas à couvrir. Alors là, on a beaucoup de gens qui doivent partir. L'exonération de rentabilité ne tient pas compte du prix de l'électricité contractuelle. Non, ça c'est donc pour la partie LCOE. En fait, on regarde juste le coût de l'investissement, donc OPEX, CAPEX et OPEX, investissement et maintenance, sur la production de la centrale. Donc, en fait, le prix de l'électricité, qu'on fasse de l'autoconsommation, de la vente totale, etc., ça ne rentre pas en compte. C'est juste le coût de production de l'électricité solaire qui rentre en compte. On arrive bientôt à la fin, Clémence. Si nos parkings sont faits en evergreen, entre parenthèses perméable, est-ce que l'on peut être exonéré? Non, ça c'est deux obligations différentes, la gestion des eaux pluviales et l'ombrage sur le parking. Vous avez ça, si vous avez des parkings perméables, ça ne vous exonère pas de mettre des ombrières. Si la surface de parking est supérieure à 1500 m², mais que l'installation de panneaux solaires photovoltaïques implique la suppression de places de parking privatives, peut-on déroger? Alors là, j'ai pas forcément compris la question. Dans le sens où, si le fait d'installer des ombrières supprime des places de parking, je pense que non. Si on prend la surface au global, donc quel que soit le nombre de places au final. En fait, je pense que la vraie question, enfin, la sous-question, c'est est-ce que les places de parking privées sont concernées et est-ce qu'on prend en compte que les places destinées au public? Mais du coup, En tout cas, non, c'est un parking. Les parkings, qu'ils soient privés ou publics, sont assujettis à la permis. Il n'y avait pas de distinction. Sauf erreur, les zones logistiques font l'objet d'exonération. Qu'en est-il des parkings poids lourds? Je fais référence ici aux parkings eux-mêmes et non aux zones de chargement/déchargement. Donc les parkings poids lourds, ne sont pas assujettis. On prend en compte que les parkings véhicules légers. Ah, on a Monsieur Debert qui nous demande confirmation que la loi APR est-elle supérieure au PLU? Ça veut dire quelque chose, Clémence? Oui, oui, en fait, là, justement, là, on est sur le Japon en plus, une des troisièmes nouveautés, entre guillemets, de la notification, c'est que ça a confirmé le fait que la loi APR était, entre guillemets, supérieure au PLU. Donc, un PLU ne peut pas aller à l'encontre de l'installation de panneaux photovoltaïques si un parking est assujetti et doit en mettre. Donc voilà. On a quelqu'un qui rebondit justement sur cette question en disant « Cela dépend de chaque PLU. Certains exonèrent pour des questions autres que les exonérations présentées, distance aux voies, distance aux façades, etc. » Oui, donc ça, normalement, ça a été... ça a un peu changé, en fait. Si le PLU... la loi APR est supérieure au PLU. C'est d'abord l'obligation de mettre des ombrières et ensuite, on regarde ce que dit le PLU, mais ça n'impacte pas la mise en place de ces ombrières. Bon, ben voilà, on est arrivé au bout des questions. Finalement, on a réussi à toutes les faire. Ok, super. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore une ou deux, on peut en prendre encore une ou deux. Mais là, on va être sur la fin.
Ok. Ah bah là, je veux juste un retour d'expérience donc pour les ABF. Donc voilà, le fait que les ABF peuvent valider la présence d'ombrières, même si le parking se trouve dans un périmètre classé, mais c'est vrai qu'ils sont prescription. Par exemple, là, dans le retour d'expérience, ils demandent que les ombrières soient bien designées. Donc voilà, donc ça regroupe un peu ce que j'avais dit, c'est que ça peut être une exonération, mais réaliser le projet peut toujours être possible en consultant les ABF. C'est pas un stop si jamais vous voulez vraiment mettre des ombrières sur le parking. Peut-on récupérer le support de présentation, s'il vous plaît? Oui, on va l'envoyer à tous les participants, donc pas de souci. Et puis de toute façon, généralement, on contacte après le webinaire les participants pour voir s'ils ont des projets, des questions complémentaires sur lesquelles on peut les accompagner. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion d'en rediscuter avec nous et d'avoir les supports assez rapidement. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous pour, en tout cas, votre participation et puis votre implication dans le webinaire. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et surtout, voilà, s'il y a d'autres questions complémentaires ou des questions sur lesquelles on n'a pas été assez exhaustif, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est le but aussi. Donc voilà, et puis voilà, si vous avez des projets concernant la loi EPR et plus généralement concernant l'efficacité énergétique de vos bâtiments, surtout n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour nous d'en discuter avec vous. Donc merci à tous et puis une bonne fin de journée et à bientôt pour parler de vos projets, on l'espère. Oui. Merci, au revoir. Au revoir.